Bien, merci beaucoup. Merci d'être présent à cette réunion des futurs, j'espère, des futurs mécènes de notre association. Alors, vous savez, on a l'habitude de dire que le soleil brille pour tout le monde. Et en fait, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, si on a partout du soleil dans toute la France et en quantité très importante par rapport à nos voisins, notamment, je pense, à l'Europe du Nord, en fait, c'est inégalement réparti en termes d'usage. Si vous êtes propriétaire de votre maison, d'une villa, d'une maison, d'un pavillon, vous avez toutes les chances de pouvoir développer un projet solaire, mettre des panneaux solaires sur votre toit qui vous permettront d'économiser de l'énergie et donc de faire des gains substantiels dans l'année. Par contre, si vous êtes dans un logement que vous louez déjà, ce sera plus difficile. Et quand vous êtes en précarité énergétique, c'est encore plus difficile parce que vous n'aurez pas les moyens d'investir. C'est un peu cela que nous avons voulu résoudre comme énigme, comme équation, en se disant finalement, les gens qui auraient le plus besoin de faire des économies, ben, ce n'est pas eux qui ont l'accès aux dispositifs les plus innovants que nous développons aujourd'hui, que sont ces dispositifs d'autoconsommation, c'est-à-dire de produire de l'énergie qui est consommée dans le bâtiment lui-même. Donc, tout ça, c'est très bien de développer des technos, de mettre du digital, des blockchains, etc. Des choses merveilleuses, mais finalement, ceux qui en avaient le plus besoin étaient un peu laissés à l'écart de ces choses-là, même si, bien entendu, le logement social a toujours été un lieu d'innovation extrêmement puissant où on a innové en permanence, mais il fallait, on pense, donner un coup de pouce supplémentaire, un coup de booster pour essayer d'accélérer la pénétration dans le secteur du logement. Alors, en fait, on s'est réunis quelques-uns. En premier lieu, bien sûr, l'ADEME, qui, bon, je dirais dans tous les bons coups. Hein. L'ADEME, c'est notre mère à tous. Depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, elle est active dans ce secteur et c'est le bras séculier de l'État dans tous les secteurs de la maîtrise de l'énergie et de l'énergie circulaire. Et donc, on a beaucoup de bonheur de les avoir avec nous. Ensuite, le groupe BPCE, donc BPCE, ça veut dire Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui sont des banquiers de terrain, proches des territoires, et en particulier pour les caisses d'épargne, très proches également du mouvement social, dont on a pensé que c'était intéressant d'être présent dans ce secteur-là. Enerplan, qui est l'association qui regroupe les professionnels du solaire, que ce soit des bureaux d'études ou des industriels, des développeurs, toute la gamme des différents, de toute la filière est présente dans Enerplan. De Gaulle Florence est associé, qui est un cabinet d'avocats, dont nous avons une éminente représentante avec nous aujourd'hui, et vous allez voir qu'il n'y a pas son pareil pour tout ce qui concerne en fait les aspects juridiques, et Dieu sait si c'est complexe. Donc en fait, le boulot de Gaulle Florence associé, c'est de rendre simple des choses complexes. Voilà, je vais résumer comme ça. Bon, l'Union sociale pour la que vous connaissez tous, qui réunit en gros tous les organismes sociaux en France. Elle a une toute jeune ou toute nouvelle présidente avec Emma Kos, donc, qui a été nommée il y a je ne sais pas, une semaine ou deux, c'est très récent, et donc elle nous fait le plaisir d'être là. Mais avant même d'être présidente, elle était déjà membre fondatrice au nom de l'USH de notre association. Et puis Texol, qui est un bureau d'études qui existe depuis 35 ans et que j'ai eu le bonheur de construire aussi à l'époque, il y a très longtemps, et maintenant qui est un des principaux bureaux d'études spécialisés dans l'énergie solaire. Voilà, alors cette association qui a été montée, elle a bien sûr vocation à s'étendre, à s'agrandir, mais il fallait déjà quelques éléments de poids, je dirais, pour pouvoir la faire démarrer. Et puis, nous avons eu beaucoup d'intérêt qui a été montré dès qu'on a lancé l'opération par l'économie et de l'industrie, donc, à qui nous avons eu l'occasion de présenter à des membres de son cabinet ce projet. Et assez rapidement, il nous a très surpris d'ailleurs parce que, sans trop nous prévenir, lors d'une conférence publique, il a annoncé qu'effectivement, le projet Sol Solidaire était un projet extrêmement intéressant parce qu'il réunissait à la fois les avancées dans le domaine de la technologie solaire et en même temps celle du digital, de la blockchain, etc. Et ça lui a permis de pouvoir illustrer, je dirais, son propos sur
Alors évidemment, on s'est engouffré dans la brèche et on ne lui a pas laissé trop de répit. On a immédiatement introduit une demande de rescrit pour faire bénéficier nos chers donateurs des avantages fiscaux qui sont habituellement réservés à ce genre de choses, mais on va y revenir. Et puis très récemment, on a été lauréat d'un appel d'offres national qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique. Bon, tout est dans le nom, je ne vais pas revenir dessus, c'est très très bien. Ça montre que déjà avant même au tout début de notre démarrage sur les faux baptismaux, on peut dire, on est déjà considéré comme quelque chose de sérieux et c'est déjà un grand plaisir. Alors, diapo suivante peut-être. Est-ce que la diapo peut passer? Bon. Alors, que faut-il faire là? Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, l'objectif, en fait, que nous avons, en fait, c'est très simple, c'est de faire dans du mouvement des logements sociaux, essayer de faire des projets qui soient les plus respectueux de l'environnement et de la philosophie que nous avons. Donc en fait, il y a d'une part le fait que des installations soient de qualité, ensuite qu'elles soient sur des bâtiments sur lesquels on ait fait des efforts d'économie d'énergie, hein, c'est très important. Comme on dit, généralement, on ne met pas des panneaux solaires, on ne met pas des énergies renouvelables sur des passoires énergétiques. Donc la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que l'énergie, parce que l'énergie électrique, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit électrique produite par le réseau, c'est la même, c'est de l'électricité. Il ne faut pas la gaspiller. Donc on commence par faire en sorte que les bâtiments sur lesquels on va installer ces installations, ces panneaux solaires, soient des bâtiments qui soient vertueux du point de vue énergétique. Donc il y a une première démarche d'économie d'énergie et il y a pour cela tout un dispositif d'aide qui existe. Ce n'est pas la peine d'inventer d'autres dispositifs. Et puis ensuite, donc, on va développer des projets qui vont permettre de réduire en fait la facture électrique, puisque toute cette électricité qui sera produite par les toitures et qui va être consommée par les logements qui seront dessous permettront de pouvoir économiser de l'électricité et donc évidemment permettront aux locataires de pouvoir faire de substantielles économies. On l'évalue en gros à 200 € par an à peu près avec le dispositif qu'on a pris. Donc ce qui est loin d'être négligeable, ça équivaut pratiquement à un deuxième chèque énergie qui pourrait être donné à ces logements. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors on peut passer à la diapo suivante peut-être. Un des éléments qui nous a fait réagir quand même, c'est le fait qu'on avait beaucoup il y a beaucoup de logements, beaucoup de foyers qui sont concernés par ces problèmes de précarité énergétique. C'est un sujet très important. Vous voyez 7 millions de ménages qui sont en précarité. Et surtout, c'est l'augmentation de cette précarité. Alors, je ne parle pas là des problèmes que nous pouvons avoir cette année avec le Covid, etc., dont on espère qu'on va sortir. Mais au-delà de cet aspect-là, de cet aspect conjoncturel qu'est le Covid, il y a véritablement une augmentation de la précarité énergétique. Et donc, c'est un sujet très, très important qui est vraiment un sujet de fond, quoi, et qu'il faut essayer de résoudre. Alors, on ne prétend pas tout résoudre grâce au projet Sol solidaire, mais on va peut-être apporter une petite contribution. Je ne sais pas si notre ami Arnaud Leroy est arrivé, parce que peut-être qu'il pourrait intervenir sur le sujet là. Il connaît mieux le sujet que moi. Je vais prendre le relais de la modération d'Alexandra, Jean-Louis Busquet, journaliste, rédacteur en chef, magazine Plein Soleil. Justement, Arnaud Leroy, comment voyez-vous l'articulation des objectifs de Sol solidaire avec la lutte contre la précarité énergétique, justement? Votre micro, peut-être. Ah, vous m'entendez dorénavant? C'est bon? On vous entend. Bon, bonjour à toutes et tous, et ravi de retrouver les membres fondateurs de notre association. Comment je vois ça? Écoutez, moi je pense que c'est une arme en plus, si vous me permettez l'expression, et le côté guerrier. On est dans une guerre quand même contre la précarité qui touche, comme ça a été dit par André, bon nombre de nos compatriotes, avec des arbitrages quand même compliqués à faire entre soit se chauffer ou soit se nourrir ou soit se soigner. Donc moi, je suis aussi, en tant que président de l'ADEME, le président de l'Observatoire national de la précarité énergétique, et on voit chaque année
quand même la difficulté d'aller toucher ces publics, parfois des nouveaux publics aussi qui tombent dans une nouvelle forme de précarité. On voit un lien aussi très fort, on n'en a pas parlé, mais entre la précarité énergétique et une précarité liée à la mobilité. Donc moi, j'ai envie de dire, tout ce qui peut venir en plus de ce que fait soit l'État, soit ce que font les collectivités, et là, on est sur une démarche purement, on va dire, associative, donc privée, est bon à prendre. Est bon à prendre pour un sujet qui est quand même vraiment quelque chose d'important d'un point de vue la facture de nos compatriotes, et aussi, on n'en a pas encore parlé, mais la question des émissions de gaz à effet de serre, et c'est un enjeu important aussi, la question du bâti, donc de sa rénovation. Pardon ? Donc, du bâti et de sa rénovation font partie des outils pour nous qui permettent de lutter contre la précarité. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, bon, on t'a bien compris. Je ne sais pas où est passé le journaliste. Ah là là, on n'est pas familier encore de tout ça. Bon. Je vais peut-être enchaîner du coup avec le principe de fonctionnement. Voilà, on peut passer à la page suivante et tu prends la parole, Alexandra, c'est ça? Absolument. Donc le principe, il est simple, c'est que l'association Sol Solidaire, elle vise à mobiliser des mécènes pour attribuer ce qu'on peut appeler des subventions privées aux acteurs du logement social. L'idée, c'est que ces subventions privées, elles complètent le plan de financement, notamment les subventions publiques, auxquelles peut prétendre un office HLM pour un projet photovoltaïque en autoconsommation. Alors, en termes de calendrier, une année type de l'association Sol Solidaire, elle va être ponctuée de plusieurs étapes clés. En janvier, on a le lancement d'un appel à projet avec les acteurs du logement social. Ensuite, la clôture de cet appel à projet avec 1 à 2 sessions par an et le travail d'instruction qui en découle. Et puis, un dîner caritatif en fin d'année pour mettre en scène et valoriser les efforts conjoints des mécènes et des bailleurs sociaux. Alors, les acteurs du logement social, en fait, ce sont un maillon de la chaîne. Les bénéficiaires, ce sont en réalité, bien sûr, les locataires des bailleurs sociaux. Et donc, la logique, elle peut être présentée en 2 étapes. Étape 1, Sol Solidaire contribue au financement de l'installation de panneaux solaires sur le toit d'un HLM, ça vous l'avez bien compris. Étape 2, l'énergie solaire ainsi produite est distribuée gratuitement aux habitants des logements sociaux. Alors, on a lancé notre tout premier appel à projet fin 2019 pour l'année 2020. Cet appel à projet, il a été un véritable succès et on est fiers de pouvoir dire que 8 bailleurs sociaux se sont présentés avec 12 dossiers de candidature concernant 7 opérations d'autoconsommation collective. Alors, le delta là, entre ces différents chiffres, il s'explique par le fait que certains acteurs ont fait plusieurs dossiers pour différents bâtiments d'un même projet. Les régions de la moitié nord sont les mieux représentées, ce qui s'explique assez largement par le fait que Sol Solidaire a bénéficié d'un écho particulier dans ces territoires, notamment d'un bon relais par les pôles de compétitivité et les collectivités locales. Et au total, les demandes d'aide qui nous ont été présentées représentent une puissance de près de 1,7 MW, c'est-à-dire la puissance d'une éolienne, toutes choses égales par ailleurs. Et ce sont donc près de 1800 logements qui pourraient bénéficier de notre coup de pouce. Les projets candidats, ils visent le plus souvent le déploiement d'installations de panneaux photovoltaïques en toiture, comme sur le schéma de gauche. Mais à côté de ce type de projet, on va dire verticaux, on a aussi reçu des projets plus horizontaux, comme un projet qui concerne à peu près 120 maisons individuelles. Pour l'instruction des candidatures, Sol Solidaire est attentif à différents critères pondérés que vous avez à droite. Les 2 critères qui comptent le plus fortement sont, alors d'une part, le niveau de réduction de la facture d'électricité des locataires. Évidemment, plus la réduction est importante, mieux le projet sera classé. Et puis, le niveau global de performance énergétique du bâtiment.
puisque l'initiative Sol Solidaire s'insère dans la philosophie qui est que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et donc l'autoconsommation vient après la maîtrise des dépenses d'énergie et ce genre de démarche. Pour en venir au rôle du mécène, un don à Sol Solidaire a un impact direct et concret. Donc on a choisi quelques ordres de grandeur pour vous l'expliquer. Le montant nécessaire à l'équipement solaire d'un foyer avec 2 enfants, il faut avoir en tête que c'est à peu près 500 €. Le montant nécessaire pour équiper un HLM de 100 logements, logiquement, c'est 50 x 100, donc 50 000 €. Et l'économie qu'on va faire à une famille bénéficiaire grâce à Sol Solidaire, elle est d'environ 200 € par an pendant 30 ans. Donc 6 000 € en tout, par foyer. Alors, Sol Solidaire est éligible au régime fiscal du mécénat, qu'on va rappeler dans un instant. Ce qu'on peut avoir en tête, c'est que pour un mécène, après réduction d'impôts, un don de l'ordre de 50 000 €, ça revient à 20 000 € de sa poche. Et donc, il nous semble intéressant de se dire qu'un geste de 20 000 € va générer des économies annuelles égales à 20 000 € chez 100 locataires pendant 30 ans. Ici, vous avez une vue d'ensemble, notre plan à 5 ans des objectifs de promesse de don. Pour l'année 0, qui est 2020, et comme vous le voyez en jaune, on a prévu que les candidatures représenteraient à peu près 1000 logements. Alors là, on est à près du double. C'est-à-dire que, comme je le disais, l'appel à projet vers les bailleurs sociaux a été un succès. Et le besoin d'aide globale exprimé par les candidats a atteint 1 million d'euros au lieu des 500 000 € qu'on avait estimés. Ça, c'est sous réserve donc de l'instruction des projets, parce que tous les projets présentés ne se révéleront peut-être pas éligibles, mais quand même, l'enjeu est de taille. Ensuite, à horizon 5 ans, ce sont donc 20 000 ménages qu'on ambitionne d'équiper, c'est-à-dire 1% du parc de logements sociaux français, ce qui représenterait 80 millions d'euros d'économie de factures d'électricité engendrées pour des familles en difficulté. Je laisse la parole à Sylvie Perrin pour indiquer le régime du mécénat. Bonjour à tous. Merci Alexandra, bienvenue. Donc nous avons, comme le disait en préambule André Joffre, fait la demande auprès des services fiscaux en début d'année d'obtenir le régime du mécénat pour permettre de collecter des dons, bien sûr, de toute personne, mais notamment de grands mécènes pour pouvoir soutenir le business plan qui a été présenté par Alexandra et pouvoir petit à petit financer davantage de logements et de projets, d'infrastructures sur ces logements. Le 31 janvier 2020, nous avons eu l'accord de Bercy au titre de ce qui est pour tous les mécènes présents et connu l'article L80C du livre des procédures fiscales et une réponse positive à la demande de bénéficier d'allégements fiscaux au titre des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. L'association, dans la présentation et dans son organisation, avec l'ensemble des documents qui nous ont été demandés, a été reconnue comme ayant un caractère désintéressé, notamment dans la gestion de l'association, un caractère non lucratif et ayant les enjeux essentiels que sont les enjeux à la fois sociaux, environnementaux et industriels. Donc dans le mécénat, concrètement, si un mécène verse 500 €, sa réduction d'impôt est évaluée à 300 €, donc le coût net du don est de 200 € et ça correspond justement à l'économie annuelle permise pour un foyer.
Les dons consentis à Sol Solidaire sont permis pour les personnes, permettent ce statut-là aux personnes physiques ou morales de droit privé de bénéficier de ce régime. Et vous avez une économie d'impôt qui peut aller jusqu'à 66% dans le cadre des seuils que sont connus par un certain nombre d'entre vous. Donc, nous faisons appel à des mécènes qui sont des grandes entreprises, qui ont des services RSE développés également, mais également par le biais de campagnes de crowdfunding, nous avons souhaité faire appel de façon plus large. Voilà. Chose pour terminer, parce qu'on aurait pu faire des projets également avec le soutien de l'État, dans le sens de tarifs soutenus, mais on a préféré aller vers l'autoconsommation par les discussions que nous avions au début avec Texol. Nous sommes tous deux des grands croyants de l'autoconsommation, et notamment de l'autoconsommation collective pour plusieurs raisons, parce que l'autoconsommation collective, on se rend compte qu'elle suscite des partages et des volontés de partage. Nous avons très régulièrement des clients qui mettent en place des projets et qui souhaitent qu'une partie de l'électricité puisse être donnée. Et hormis le partage, il y a également tout l'aspect économie d'énergie qui est reconnu dans différents pays. Quand on produit sa propre énergie et que l'on consomme, on est aussi dans un travail finalement d'efficacité énergétique de ses propres logements. Je te redonne la parole, Alexandra. Est-ce qu'à ce point de la réunion, est-ce que certains participants ont des questions déjà, peut-être? Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas. Il faudrait ouvrir les micros, peut-être. Voilà, vous ouvrez vos micros et vous posez des questions, je pense, peut-être sur le plan fiscal, sur le plan juridique, sur le plan éthique. Sachant que les questions peuvent aussi être mises par… voilà, on a une petite affichage de la conversation à droite. Voilà, donc n'hésitez pas. On relaiera vos questions. On enchaîne peut-être… On a une question, on a M. Porcheron qui a levé la main. Monsieur Porcheron, allez-y. On vous écoute. Ouvrez votre micro. Alors, je pense que la main a été levée tout à l'heure. Par contre, il y a Jean-Yves Grandidier, je pense, qui vient de lever la main. Il faut ouvrir le micro. Est-ce qu'ils peuvent les ouvrir? Parce que je crois qu'on les a bloqués, non? Au niveau… Non, là, ça doit marcher, là. Non, bon, très bien, on t'entend, Jean-Yves. Allez-y, Jean-Yves. Bonjour, messieurs, dames. Merci pour cette initiative. Moi, je voulais essayer de mieux comprendre le modèle économique. Là. Quand on met 500 €, ça permet de financer quoi? C'est-à-dire que c'est des subventions privées, oui. Ou des financements privés qui s'ajoutent à des subventions publiques? C'est ça, oui. Oui, en fait, si tu veux, il y a des aides publiques qui existent, que ce soit du FEDER, des fonds structurels européens, etc. Il y a beaucoup d'aides qui existent, des collectivités locales, etc. Ça dépend des régions, c'est très variable, mais il y a toujours une quote-part qui reste à la charge de l'organisme d'HLM. Et cette quote-part, bon, d'abord, l'organisme d'HLM, il a parfois d'autres priorités que faire du solaire. Et puis, lorsqu'il investit dans ce domaine-là, il faut qu'il répercute l'amortissement de ses investissements sur les locataires. Donc, finalement, dans les premières années, on ne voit pas l'économie réellement, elle n'apparaît pas. Et on s'est dit, en donnant ces 500 € pour un logement, toute l'économie qui va être générée par le système, on va fournir de l'électricité gratuite, véritablement gratuite. Puisque tout le fonctionnement en fait de l'association, il est porté par les membres, quoi. Et donc tout l'argent qui va être collecté auprès des mécènes va aller directement pour financer les projets. Voilà. Et donc je peux peut-être, André, répondre sur les oui, pardon, excusez-moi. Oui, absolument. Non, mais pour répondre à la question de Jean-Yves, parce que en effet, évidemment, il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui aujourd'hui font des opérations de la sorte et qui ont des plans de financement et qui arrivent à le faire avec un mélange de subventions, de prêts et de fonds propres qui s'investissent là-dedans. Il y a deux freins à ça. La première chose, c'est qu'évidemment, plus on doit mettre de fonds propres, moins on fait d'opérations. Donc, un soutien comme Sol Solidaire, ça permettrait en fait d'augmenter la cible de projets portés. Mais surtout, comme l'a dit André, c'est que toutes ces opérations-là, elles ont en général une répercussion sur les charges, puisqu'il y a une partie de l'investissement qui est refacturée aux locataires sur la question des charges. Et c'est là où on pose évidemment une difficulté, parce que si on réaugmente les charges, malgré des économies qui sont faites sur les travaux d'efficacité d'énergie,
d'énergie, au final, pour les locataires, il y aura très peu d'intérêt, et surtout sur les premières années. Alors que l'idée avec ce soutien-là, c'est qu'on puisse avoir une vraie rupture, c'est-à-dire que les travaux apportés et les nouveaux systèmes de production permettent d'avoir une rupture financière, hein, au-delà de la rupture en matière d'énergie. Et c'est vrai, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai porté au nom de l'Union sociale pour l'habitat dans ce projet, c'est que ce mécénat puisse y compris aider des opérateurs qui sont soit des opérateurs qui n'ont pas une assise financière très forte. Je pense à des opérateurs dans des territoires où il y a très peu de financements locaux pour soutenir les opérations. Et vous voyez, dans les bailleurs sociaux, vous avez des structures qui font 200 000 logements et qui ont des niveaux financiers très élevés. Mais vous allez aussi avoir un office HLM d'une petite commune qui va avoir 10 000 logements et pour qui ce type de travaux et d'opérations va être complexe, lourd et difficile à mener. Et donc, l'objectif, c'est évidemment d'y arriver de la sorte. Et derrière, vous le savez, de permettre à des ménages qui sont tous dans le logement social, on est sur des ménages qui, en gros, au maximum, ont un revenu autour du SMIC, voire un tout petit peu plus. Donc, on est quand même sur les ménages quand même les moins favorisés du parc locatif. Merci beaucoup, Emmanuel Cosson. Peut-être pour ajouter une chose, Jean-Louis, à ce qu'Emmanuel nous indique, il y a aussi une question d'intérêt lié. Quand on met quelque chose en place de ce style, c'est toujours important que les bailleurs sociaux participent aussi. C'est-à-dire, finalement, sur les bâtiments, on va installer des centrales solaires, mais il faut qu'ils mettent une quote-part, comme on aura des quotes-parts de subventions diverses et comme on apportera les fonds du mécénat pour le créer. D'un autre côté, il y aura de l'énergie générée qui permettra de baisser la facture en totalité des locataires précaires, mais il y aura toujours de l'énergie qui sera générée, qui viendra en plus. L'idée étant quand même, dans la mesure du possible, de vendre cette énergie complémentaire pour la réinvestir dans de nouveaux projets, donc de faire circuler finalement cet argent dans d'autres projets. C'était une première chose. Et puis, deuxième chose, je vois qu'on a demandé quand l'association a été créée. Elle a été créée en 2019 et elle bénéficie du régime du mécénat depuis 2020. Oui, autre question intéressante sur les retombées économiques locales, c'est qui installe les systèmes solaires? Je crois que là aussi, c'est important. Quelqu'un peut appuyer la réponse? Oui, bon, ce qu'on a dit, c'est que évidemment, on allait se donner quelques. Bon, ce sont les maîtres d'ouvrage publics qui vont décider, enfin les maîtres d'ouvrage sociaux qui vont décider de choisir les entreprises qui vont travailler. Ça, c'est clair. Mais on va gentiment leur dire qu'on aimerait bien quand même que ce soit des entreprises locales, voire régionales, qui puissent faire les travaux. Hein. On n'aimerait pas voir des chantiers qui soient réalisés avec des travailleurs déplacés, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça, c'est à exclure. D'ailleurs, maintenant, je me sens un peu moins seul dans ce discours, puisque j'ai vu que le gouvernement, notamment notre ami Jean Castex, répétait que dans le cadre de France Relance, il fallait absolument que ce soit fait autant que possible par des Français, en fait, des gens qui travaillent en France. Bon. Donc, on va essayer de faire la même chose, d'essayer d'inciter, de faire travailler. Parce que le but aussi, c'est évidemment de créer, de renforcer la filière industrielle française, hein, c'est évident. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes soutenus par le ministère de l'Industrie, indirectement. C'est une initiative qui permettra, je pense, de renforcer. D'autant plus qu'on est sur des marchés quand même qui seront des petits projets malgré tout par rapport aux très grandes centrales solaires que l'on peut voir à droite et à gauche. Bon, là, on est sur des marchés beaucoup plus petits qui sont plus faciles à adresser aux entreprises qui sont sur nos territoires. Et on a bon nombre d'installateurs aujourd'hui qui sont qualifiés, qui sont disponibles et qui, franchement, peuvent répondre à une augmentation de la demande, même si elle est rapide. Une autre question de Richard. Est-ce qu'Enedis va contribuer à Sol Solidaire à due concurrence de ce qu'il empoche de Turp? Alors, bon, c'était ce qu'on avait demandé aux amis de Enedis, effectivement. Bon, alors depuis, vous savez qu'il y a un projet il va y avoir un appel à projet pour les projets collectifs, dans lequel le Turp, notamment pour ce type de bâtiment, sera remboursé par l'appel à projet. Bon, le texte, aujourd'hui, je crois, est en consultation à Bruxelles pour autorisation. Et donc, on devrait pouvoir bénéficier de ces appels à projets pour pouvoir neutraliser le Turp, je dirais, à l'intérieur du bâtiment, ainsi que les taxes, naturellement. Mais ça, peut-être que Madame la directrice de l'énergie, qui doit venir parler tout à l'heure, pourra nous en donner quelques éléments supplémentaires.
On va poursuivre la présentation, on reprendra les questions-réponses après avec Alexandra Bail sur le fonctionnement du coup de Sol Solidaire, de l'association. Alexandra, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu le fonctionnement? Absolument, Jean-Louis. Ouais. Ce qui est prévu, c'est 5 paliers de mécénat, allant de 500 € à plus de 100 000 €, sans compter donc la réduction d'impôts dont parlait Sylvie tout à l'heure. On va passer en revue un à un ces différents paliers avec les remerciements ou contreparties qu'on associe à chacun. Alors, en tant que supporter solidaire, votre don de 500 €, c'est-à-dire 200 € après réduction d'impôts, représente une famille aidée et vous permettra d'avoir votre nom cité dans le rapport d'activité de l'association. En tant que mécène bronze, votre don qui serait de 20 000 €, c'est-à-dire 8 000 € après réduction d'impôts, représente 40 familles aidées et vous permettrait d'avoir votre logo sur les différentes publications de l'association, ainsi que 2 invitations au dîner caritatif annuel de Sol Solidaire. En tant que mécène argent, on est là sur un don de l'ordre de 40 000 €, c'est-à-dire 16 000 € après réduction d'impôts, ce qui représente 80 familles aidées et vous permet d'avoir, en plus des avantages du palier précédent, les remerciements suivants, c'est-à-dire 3 invitations supplémentaires, au total 5 invitations au dîner caritatif annuel et la possibilité de choisir et parrainer un projet en particulier. Et donc, à ce titre, vous serez impliqué dans les visites de presse et autres interviews vidéo des parties prenantes du site en question. Vous serez impliqué aux différentes étapes du déploiement et de la vie d'une opération. Et le nom de votre organisation pourra être associé au nom du projet solaire concerné. En tant que mécène or, maintenant, votre don de 60 000 €, c'est-à-dire 24 000 € après réduction d'impôts, aiderait 120 familles et vous permettrait de disposer, en plus des avantages du palier précédent, des contreparties suivantes. Une table au dîner caritatif annuel de l'association. Vous serez partenaire officiel de ce dîner et visible lors de la campagne de communication à son sujet et le jour J. Et puis, nos experts animeront une conférence sur les énergies renouvelables pour former vos collaborateurs aux enjeux de ce secteur d'avenir pour la planète. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez, avec ce palier or, participer au comité de sélection des projets. Aujourd'hui, on a un comité de sélection national, mais il est prévu par la suite d'avoir des comités de sélection régionaux. Enfin, en tant que mécène diamant, votre don du montant que vous voudrez à partir de 100 000 €, et ce sans compter donc la réduction d'impôts associée, ça représente 200 familles aidées ou plus, et ça vous permet d'avoir, en plus des contreparties du palier précédent, les remerciements suivants, c'est-à-dire 2 tables au total au dîner caritatif annuel de l'association, et puis des contreparties additionnelles qu'on est ouvert à discuter ensemble, bien sûr. Merci Alexandra. Peut-être une petite remarque de la juriste que je suis. Il y a un comité de sélection, certains peuvent être invités. Par contre, un programme assez drastique sera mis en place pour éviter les conflits d'intérêts. Oui, on ne pourra pas être des 2 côtés de la table. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on a déjà parlé, on a déjà organisé. Il faut éviter tout conflit d'intérêts et avoir une gouvernance totalement saine sur ces projets-là. Je souhaitais juste rajouter ce point. Une question intéressante de Nathalie Henriquez qui nous demande quelles sont les autres modalités du mécénat pour les collaborateurs des entreprises pour soutenir Sol Solidaire. Un mécénat de compétences, bénévolat, congé solidaire. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? On a pensé notamment à l'arrondi solidaire. C'est-à-dire que en tant que mécène, vous avez la possibilité de vous mettre à l'arrondi solidaire si vous ne le faites pas déjà, ou bien d'ajouter Sol Solidaire aux associations que votre organisation soutient déjà par le moyen de l'arrondi solidaire. Et donc le principe, il est simple, c'est que le salarié donne quelques centimes sur son salaire pour l'arrondir,
et dans la plupart des cas, l'employeur abonde. Donc, en gros, si le salarié donne 40 centimes par mois, l'employeur donne 40 centimes par mois lui aussi. Ça fait 80 centimes d'euros par mois par salarié pour Sol Solidaire. Et donc, si on envisage ça à l'échelle d'une entreprise entière, ça peut donner un effet de levier très intéressant. Donc, ce dispositif, il est géré par une entreprise qui s'appelle Microdon et qui propose une plateforme logicielle de gestion aux entreprises mécènes. Donc, ça, c'est une possibilité, effectivement, de mécénat de compétences. Hormis cela, je pourrais rajouter que les différents types de mécénat sont possibles et de dons. Nous pouvons avoir des dons en numéraire, mais aussi des abandons de recettes, qui est une possibilité. Nous pouvons avoir du don en nature, du don de biens, du don de prestations de services, et aussi, ça peut être le cas, mais plutôt, je dirais, on ne l'a pas prévu pour tout de suite, de la mise à disposition de personnel également. Merci Sylvie Perrin. Alexandra, j'ai vu défiler vos slides. Alors, j'ai cru voir quelqu'un d'un peu connu qui soutient l'association, c'est ça? Un peu plus haut. Effectivement. Donc, globalement, associer votre image à Sol Solidaire, c'est bénéficier de la communication qui est mise en place autour de ce dispositif. Et on a tout récemment lancé une campagne sur les réseaux sociaux autour de deux personnalités que vous voyez s'afficher. Amel Chabi, comédienne, et Jean-Pascal Zadi, réalisateur, et comédien, qui sont c'est d'ailleurs depuis Simplement Noir. Voilà, en particulier ce film cette année. Mois de juillet. Donc, on vient de démarrer la campagne et à quelques jours après ce démarrage, on a comptabilisé plus de 20 000 impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où les posts sur les réseaux sociaux ont été vus, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Et puis, nos ambassadeurs interviennent dans la presse ou dans les médias. Vous avez là, par exemple, sous les yeux une citation de Jean-Pascal Zadi sur une radio Move en flash info à 8h la semaine dernière. Voilà. En aidant Sol Solidaire, tu aides des personnes à payer moins de factures. Et moi qui viens d'une famille pauvre, si j'avais eu ça quand j'étais jeune, j'aurais été bien content, a-t-il dit effectivement. Donc la précarité énergétique, une vraie problématique que les gens vivent vraiment et que cet acteur-réalisateur a vraiment connu pour le coup. Il est très sensibilisé à la cause. Et on le remercie d'ailleurs de soutenir Sol Solidaire. Emmanuel Cos, peut-être? Vous avez une remarque? Il faut ouvrir le micro, Emmanuel. Oui, mais justement, j'y viens, mais c'est pas rapide. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que nous, on trouve cette nouvelle forme en fait, d'engagement extrêmement intéressante pour deux raisons. La première, c'est que avec certaines des personnes qui sont là aujourd'hui et aussi je vois dans le public qui nous écoute, moi je porte depuis longtemps avec d'autres le fait qu'il faut que les bailleurs sociaux soient un acteur majeur de la transition énergétique. Donc ça passe aussi par le fait que les bailleurs fassent évidemment des travaux pour améliorer la qualité de vie dans leurs bâtiments, mais aussi qu'ils maîtrisent mieux la production énergétique. Et c'est pour ça qu'on s'est d'ailleurs battu, un certain nombre d'entre nous, sur la question de l'autoproduction, de l'autoconsommation, même si on n'a pas toujours eu exactement ce que l'on attendait. En tout cas, c'est un mouvement de fond qui me semble très important. C'est pour cette raison aussi qu'il avait semblé utile que l'Union sociale pour l'habitat soit justement au cœur de la démarche Sol Solidaire. Mais ensuite, ce qui est aussi très intéressant, et je pense que ça peut évidemment vous parler, c'est qu'à travers le logement social, on loge donc des publics de personnes qui ont des revenus soit très faibles, soit pas très importants, et donc pour lesquels la maîtrise en fait des coûts d'énergie a un impact réel sur leur qualité de vie. C'est pour eux évidemment un moyen d'une part de retrouver du pouvoir d'achat, mais c'est souvent simplement d'être dans un meilleur confort de l'habitat. C'est pas simplement une question d'économie, c'est-à-dire qu'à travers ces programmes qui pourraient être soutenus, c'est aussi vraiment améliorer le confort dans l'habitat, et y compris pour des publics qui ne pensent que ce n'est pas possible pour eux.
Parce que derrière le logement social, vous avez évidemment tous les programmes neufs et réhabilités des bailleurs sociaux, mais c'est aussi l'ensemble de l'habitat privé qu'on a repris en maîtrise et en gestion locative, avec des bailleurs de terrain, comme par exemple, je pense à Solia, qui sont des acteurs du logement très social. Et justement, on est nombreux à dire qu'il faut que nos publics prioritaires pour ces travaux-là, ça soit les publics les plus en difficulté. Et pour ça, je le dis franchement, on n'y arrive pas uniquement avec la structure aujourd'hui des financements tels qu'ils existent. Il y a évidemment de l'argent qui est disposé, qui est mis à notre disposition, mais ça exige quand même des niveaux d'investissement très élevés et on n'y arrive pas toujours. Et donc, c'est en ça où, évidemment, intégrer ces programmes-là, c'est intéressant. Et puis, peut-être que ça donnera d'autres idées derrière, y compris en matière d'innovation, parce que c'est aussi un moyen, je pense, de rapprocher le monde du logement social du monde des énergies renouvelables. Et vous pouvez imaginer combien moi, personnellement, j'y suis très attachée. Et j'espère que ça nous permettra de faire d'autres choses ensemble, en fait. Arnaud Leroy, j'imagine que l'ADEME aussi est très attaché à cette notion-là, dans la maîtrise des dépenses notamment. T'entends pas. Arnaud Leroy, vous m'entendez? Voilà. Je vous entends et maintenant vous devez m'entendre. Oui, absolument. Bon. Voilà, donc je disais, moi je rejoins totalement ce que disait Makos à l'instant sur la question du confort. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez noté qu'il y avait une petite communication actuellement à la télé, notamment sur le service public, avant les JT de 13h et de 20h, concernant la campagne FAIRE, donc qui est le dispositif étatique sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et le message qu'on a voulu faire passer, au-delà de la question du pouvoir d'achat et du côté financier, c'est la question du confort et du bien vivre dans son logement, à toute époque de l'année, parce que je pense que c'est un élément important aussi quand on parle de logement et des problématiques. On s'attache souvent à la question du chauffage en hiver. On regarde ce qui est en train de se profiler, les canicules. Il faut aussi que la question de la fraîcheur soit aussi abordée. Donc là aussi, la question est très importante et très intéressante. Donc nous, on regarde ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un œil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est engagé très tôt avec André sur le sujet. Une ambition solidaire marquée, c'est aussi dans l'ADN de l'agence, c'était porté également par mon prédécesseur Bruno Légevin. Donc voilà, donc ça fait partie des choses et nous on est vraiment on essaie avec d'autres de participer au tricot entre rénovation, transition et aussi que chacun puisse bénéficier un petit peu du progrès, notamment lié à la question du solaire, tout ce que ça peut engendrer aussi comme volonté de participer à une évolution de la société. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important, qu'on donne pas le sentiment qu'on laisse des publics sur le bas-côté parce qu'ils sont soit pas assez diplômés, soit pas assez riches, ou soit habitant dans les mauvais quartiers. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez, actif et on est attaché à ça. Donc moi, je rejoins ce qui a été dit depuis tout à l'heure. On a un bel outil qui est différent, qui n'est pas en attente du tout État. Donc, on s'est mis aussi au diapason avec des acteurs variés. C'est pas toujours, c'est pas tous les jours qu'on rencontre dans une association un grand cabinet d'avocats comme celui qu'incarne aujourd'hui Madame Perrin avec nous, des opérateurs publics comme l'ADEME, des acteurs du logement social avec l'USH, des acteurs privés comme André Joffre. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi à mettre en avant et qui doit nous permettre de rassurer les mécènes qui sont là aujourd'hui sur, la volonté qu'on aille de l'avant, qu'on les embarque avec nous. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, je suis fier qu'on ait associé l'ADEME très tôt dans le dispositif. Merci beaucoup, Arnaud Leroy. Une question sur les projets en Outre-mer, sol solidaire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable à l'avenir? Oui, dès cette année, puisqu'on a un très beau projet qui émane de la Réunion, qui est un projet important. Donc évidemment, il y a beaucoup de précarité énergétique et sociale dans les départements d'outre-mer. Et donc, c'est très important, effectivement, de pouvoir faire bénéficier également ces projets-là de notre dispositif, évidemment. Merci, André Joffre. On va laisser la parole à Sophie Mourlon à présent. Alors, je ne sais pas si elle m'entend. Sophie Mourlon, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Direction générale énergie-climat. Comment l'initiative Sol Solidaire s'intègre-t-elle par rapport aux objectifs de la PPE, Sophie Mourlon?
Eh ben, elle s'intègre très bien avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et en fait avec l'ensemble des objectifs du ministère dont je fais partie. Ça a été évoqué par Arnaud Leroy et par Emmanuel Cos déjà. L'initiative Sol Solidaire, elle combine la production d'énergie renouvelable, l'autoconsommation et la solidarité. Et c'est vraiment des piliers fondamentaux de la politique de transition énergétique. En permettant que le photovoltaïque et l'autoconsommation bénéficient aux personnes en précarité énergétique. Donc, c'est vraiment le sens et de la transition énergétique solidaire qu'on promeut et c'est au cœur des grands enjeux pour l'État de développement des énergies renouvelables. Alors, je vais parler surtout d'énergie parce que d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi ont parlé de la solidarité et du volet social de ce projet. Je mentionnerai simplement sur ce volet, et ça a été cité, je crois, par André Joffre, le chèque énergie qu'on met déjà en place, qui est déjà en place pour ces populations. Mais effectivement, l'initiative Sol Solidaire vient renforcer de manière, vous l'avez dit, André Joffre, c'est un doublement du chèque énergie à peu près pour les familles qui en bénéficieront. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier André Joffre de son investissement de longue date dans la promotion du photovoltaïque et de ces formes d'énergie au service de tous. Alors, la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle fait une grande place pour le solaire. On a des objectifs très ambitieux. C'est une programmation pour 10 ans, en 2 fois 5 ans. Aujourd'hui, on est à 10 gigawatts, donc 10 000 mégawatts pour reprendre l'unité qui a été utilisée tout à l'heure, en service. Et les objectifs, c'est un doublement à l'horizon 2023 pour passer à 20 et de faire entre x3 et x5 à l'horizon 2028. Donc, c'est des objectifs évidemment très ambitieux qui sont complètement concordants avec la maturité de cette technologie qui est à la fois techniquement au point et en termes de coût qui permet un accès à une énergie à un coût maîtrisé. Et c'est pour ça qu'on a un ensemble de dispositifs de subvention publique pour le soutien aux projets solaires et que nous avons et allons encore simplifier ces dispositifs de soutien. Et en particulier dans leur forme d'autoconsommation, parce que l'autoconsommation, et ça a été largement dit, et je le rejoins, c'est vraiment une forme d'accélérateur de la transition énergétique, puisque ça permet à chaque citoyen ou à chaque collectivité d'être directement impliqué dans la transition énergétique et d'en recevoir les fruits. Et je suis convaincue que le fait d'être acteur de la transition et d'en recevoir les fruits est aussi une manière de partager et de déployer encore plus cette transition. Alors, je peux citer quelques mesures spécifiques à l'autoconsommation et en particulier au solaire. On a pris des textes récemment pour simplifier et faciliter l'autoconsommation dans les HLM, ça a été cité déjà. On a également des textes pour simplifier et faciliter l'autoconsommation collective en milieu rural de manière beaucoup plus étendue. Alors, ce n'est pas forcément les territoires sur lesquels on a le plus de logements sociaux, mais il y a des vrais enjeux de précarité énergétique dans ces territoires. Donc, on a élargi assez largement et beaucoup facilité cette perspective. Avec la loi énergie-climat qui a été adoptée il y a 1 an, on a créé les communautés d'énergie renouvelable, et on va étendre cette notion en conformité avec les textes européens vers des communautés d'énergie citoyenne qui vont vraiment permettre en collectif aux citoyens, aux collectivités d'être impliqués dans des projets d'énergie qu'ils produiront et qu'ils consommeront. Et donc, je pense que cette initiative s'inscrit vraiment complètement dans cette perspective, vers un changement radical de produire et de consommer l'énergie en impliquant les citoyens et les collectivités. Et avec vraiment le plus là de mettre autour de la table, comme ça a été dit par Arnaud Leroy, des acteurs très divers mais qui partagent un objectif commun pour faire directement bénéficier les publics qui en ont le plus besoin de ces modes de production qu'on sait rendre à un coût abordable avec les subventions publiques et qu'on peut rendre accessible et au bénéfice directement des familles qui en ont besoin par ce dispositif supplémentaire. Donc, d'où le soutien de notre ministère et via l'ADEME à titre particulier. Voilà. Question de Richard qui nous dit, est-ce que l'autoconsommation photovoltaïque
vous ne pouvez pas générer ces certificats d'économie d'énergie, ce qui serait plus simple pour tout le monde? Alors, le dispositif de certificat d'économie d'énergie, comme vous l'indiquez, il vise les économies d'énergie et donc ils peuvent venir soutenir en complément, et d'ailleurs les bailleurs HLM en sont des utilisateurs ou des acteurs très importants, puisque ça a été mentionné aussi tout à l'heure, je crois, par Emmanuel Cos. En fait, la bonne formule pour les ménages précaires, c'est de coupler l'autoconsommation, comme c'est proposé, et la rénovation énergétique, qui est fondamentale. Ça a été évoqué par Arnaud Leroy, c'est-à-dire que pour les économies d'énergie et pour le confort et pour le portefeuille des habitants, il faut aussi faire cette rénovation et ces économies d'énergie. Et là, les certificats d'économie d'énergie ont tout leur sens. Le dispositif de soutien à la production photovoltaïque, ce sont des dispositifs d'obligation d'achat ou on a une panoplie de dispositifs de soutien qui couvrent déjà largement. Les certificats d'économie d'énergie, ils viennent en plus sur les actions de maîtrise de l'énergie, de maîtrise de la demande qu'a évoqué Arnaud Leroy tout à l'heure. Oui, Madame Bourlot, si je peux me permettre, on avait travaillé avec Monsieur Lecornu à l'époque dans le cadre du programme Place au Soleil. On avait envisagé que pour les logements sociaux, en autoconsommation, le solaire et photovoltaïque puisse être éligible. Donc, bon, c'est resté un peu lettre morte, mais je pense qu'il faudrait réactiver ce dossier. D'ailleurs, j'ai pu voir que dans le projet France Relance, pour les bâtiments publics, l'État considère le photovoltaïque comme un dispositif d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en autoconsommation. Alors ça nous semble tout à fait logique, puisque effectivement, on évite de consommer de l'électricité que l'on achète au réseau. Donc je pense que c'est un sujet quand même sur lequel il faudrait faire avancer les choses. Et c'est vrai que si on avait quelques financements, même partiels, supplémentaires, ça permettrait d'accélérer l'équipement des logements sociaux. Un mot, Sophie Bourlan, peut-être? Écoutez, bien noter votre point. Voilà, on travaille avec nos collègues du service climat sur les certificats d'économie d'énergie. Ils sont en cours de réforme et on prépare la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Donc, je prends le point. On a mis un ensemble de dispositifs par ailleurs. On va essayer d'assurer la cohérence de tout ça, mais je prends votre point. Merci beaucoup. Peut-être un point complémentaire aussi, je pense que ce sera utile dans le cadre de l'association Sol Solidaire de collecter les données, puisque nous aurons bien sûr pour l'installation de ces centrales en toiture des données de consommation préalable et des données futures, ce qui permettra de savoir déjà au niveau de l'association, en fonction des projets faits, si véritablement il y a une économie d'énergie. Et on pourra peut-être utiliser ces données dans le cadre des travaux qui sont faits par les différents groupes de travail. Je vois qu'il y a également une question. À quelle date on peut réaliser le mécénat? Dès aujourd'hui. Il y a déjà eu un lancement. La campagne nationale est en cours pour collecter par le biais de collecte de fonds privés. On a déjà des fonds qui ont été reçus. Comme tout à l'heure l'indiquait Alexandra, nous avons des projets en cours de sélection qui nécessitent dès maintenant 1 million d'euros. Donc, il peut y avoir du mécénat dès aujourd'hui, dès 2020, et les fonds sont attendus dès maintenant. D'accord. Un mot de conclusion peut-être, on arrive dans les 5 dernières minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être dans l'assistance? Je ne sais pas. Comment allez-vous monitorer la consommation, c'est ça? Oui. Alors écoutez, c'est à la fois simple et compliqué. On a la chance en France d'avoir un compteur numérique assez génial qui s'appelle Linky chez nous, mais bon, toute l'Europe pratiquement s'est équipée de compteurs numériques. Et donc avec ça, on peut tout faire en fait. On peut tout faire. On connaît la chose qui est intéressante, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure lourde à part l'installation solaire. On utilise tous les réseaux électriques existants en fait. Et donc, on sait qu'est-ce qu'on injecte dans le réseau, aux bornes de l'installation solaire. Et grâce aux compteurs digitaux qui sont en place dans les logements, on va regarder comment cette électricité est consommée dans les différents logements. Et on va la répartir selon une clé qui sera définie. Par exemple, que chaque logement reçoive la même quantité d'énergie dans l'année. Ça peut être ce cas-là. Voilà. Donc, on a tous les outils techniques qui sont sur la table, tout fonctionne, a été expérimenté, les transferts de données entre Enedis et les techniciens et les informatiques fonctionnent bien entre elles, donc tout ça c'est au point.
il ne reste plus qu'un peu d'argent pour démarrer les choses, quoi. Voilà. Donc vous faites un appel, hein, André Joffre, c'est ça, un appel au mécénat? Absolument, ah oui, on fait un gros appel au mécénat. On a besoin vraiment que... Je pense que s'il y a un domaine dans lequel la politique RSE d'une entreprise peut vraiment s'incarner, c'est dans ce domaine-là. Parce que vous voyez, on joue sur plusieurs tableaux. D'abord, on est très utile, on réduit le prix de la facture, le montant de la facture, donc on aide véritablement à augmenter le reste à vivre des locataires, des ménages. En plus, on développe l'économie parce que ça crée du travail dans les petites entreprises très locales. Donc ça, c'est très important aussi. Et enfin, on travaille pour l'environnement. C'est-à-dire, ce que nous faisons là, c'est préparer le monde de demain. Et ça, c'est comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est les trois piliers, quoi. Voilà. Le social, le développement économique et puis évidemment l'environnement. Et vous voyez que environnement, économie et social, ça peut faire bon ménage, ça peut faire même de très beaux projets, je pense. Et je vous donne rendez-vous, écoutez, l'année prochaine pour le gala que nous allons organiser certainement vers la fin de l'année et où on fera les comptes, on vous montrera toutes les installations qui marchent et j'espère qu'on pourra avoir des témoignages de locataires heureux. Il n'y a pas de raison. Peut-être Arnaud Leroy, je ne sais pas si vous m'entendez, un mot de conclusion peut-être, Arnaud Leroy? Écoutez, pour rebondir sur ce que dit André, je l'ai dit plusieurs fois, on a un bel outil. On comptera les bouses à la fin de la foire, comme on dit. Donc, on a un an pour démontrer que ça marche, que ça a un impact positif également sur l'emploi local. André a plusieurs fois insisté là-dessus et je pense que c'est aussi une bataille pour les tenants et les personnes qui sont attachées à la promotion des énergies renouvelables dans notre pays. C'est que c'est aussi pourvoyeur d'emploi. Donc aussi peut-être que demain, Sol Solidaire pourra identifier des personnes qui, grâce à un premier contact avec les ENR, s'intéressent au secteur et viendront aussi se former pour intégrer des filières parce qu'on aura des enjeux d'emploi dans les années à venir, les décennies à venir. Ça a été dit tout à l'heure par Sophie Mourlon. On a une ambition nationale assez conséquente que je pense on ne mesure pas tous les jours. La neutralité carbone, ça nécessitera beaucoup d'installations solaires, par exemple. Donc, il va falloir qu'on ait aussi les bras pour faire. Et je pense que c'est peut-être un outil avec un aspect secondaire auquel on n'a peut-être pas vraiment prêté attention aujourd'hui, mais qui nous permettra de toucher un nouveau public pour vraiment faire aussi la promotion des métiers liés aux ENR. Et même l'industrie photovoltaïque, Bélénos a fait un communiqué aujourd'hui avec une alliance entre Systovier et Voltec pour monter une industrie et faire du photovoltaïque industriel en France. Donc là aussi, on va même au-delà du strictement local, on va dans l'industriel, dans le secteur industriel qui pourrait profiter aussi de ça. Voilà, notamment l'autoconsommation. Parce que le projet industriel marchera bien si on développe bien l'autoconsommation dans notre pays. Absolument. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous pour cette heure passée ensemble. C'était vraiment passionnant. Je remercie les intervenants, Sophie Mourlon, André Joffre, Alexandra Baille, Sylvie Perrin et Arnaud Leroy. Et j'appelle les mécènes à laisser leur contact sur le mail contact@solsolidaire.fr pour avoir toujours plus de renseignements. On vous tiendra au courant, il y aura un fil d'actualité. On vous enverra de l'actualité et, au fil des jours et au fil des semaines. Et puis, n'oubliez pas, ensoleillons des vies et réchauffons les cœurs. Je vous dis au revoir à tous et merci beaucoup pour votre présence cet après-midi parmi nous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.